Panel américain avec Sonia Dridi ce soir, correspondante pour France 24, que l'on connaît bien. Raphaël Jacob, bien sûr, avec nous. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Bon, alors vraiment, Gaza, c'est désastreux pour les Palestiniens, c'est une évidence. Et politiquement, c'est un piège pour Joe Biden. Je vais vous faire entendre un extrait de cette entrevue qu'il a donnée il y a 2 jours à CNN en disant « On est prêt à retenir des armes si Israël se lance dans une attaque importante contre Rafah au sud. » On écoute. Civilians have been killed in Gaza as a consequence of those bombs and other ways in which they go after population centers. We're going to continue to make sure Israel is secure in terms of Iron Dome. It's just wrong. We're not going to supply the weapons and the artillery shells used. What Biden is doing with respect to Israel is disgraceful. If any Jewish person voted for Joe Biden, they should be ashamed of themselves. He's totally abandoned Israel. Alors, on ne peut pas toujours uniquement analyser les déclarations sur les affaires internationales en fonction des affaires internes aux États-Unis. Mais là, il ne faut pas non plus être naïf. Il y a des élections en novembre. Sonia Dridi, il est pris, Joe Biden, entre l'arbre et l'écorce, là. Complètement. Et vraiment, il y a une contestation de plus en plus forte envers Joe Biden au sein du camp même démocrate. J'ai rencontré, par exemple, ces derniers jours, 2 officiels du département d'État qui ont démissionné en raison des positions du président Biden dans la guerre à Gaza et de son soutien quasi inconditionnel à Israël. D'ailleurs, j'ai notamment interviewé Josh Paul, qui était en charge notamment de valider l'envoi d'armes à Israël. Et pour beaucoup, finalement, la déclaration de Biden hier que vous avez montrée, ce sont encore que des paroles, parce que pour l'instant, ce n'est pas fait. Beaucoup attendent qu'il agisse plus fortement. Et on le voit, Donald Trump et Joe Biden, est poussé notamment parce que il y a aussi cette mobilisation étudiante qui est quand même assez impressionnante dans le pays, même si sur chaque campus, ça représente quelques centaines d'étudiants. Mais vraiment, on le sent de plus en plus pressé par son électorat démocrate. Et en face, il y a les républicains qui le critiquent. On l'a vu, la déclaration de Joe Biden, de Donald Trump, de Donald Trump. Mais c'est vrai qu'il est pris entre 2 feux. Il a toujours été très pro-Israël. Il s'est d'ailleurs présenté il y a plusieurs années déjà comme un sioniste. Mais là, il apparaît de plus en plus faible, et c'est ça le problème pour lui aussi, en pleine campagne électorale, d'apparaître aussi faible parce que Netanyahou ne l'écoute pas, parce que la Maison-Blanche a quand même fait ces derniers mois des demandes et Netanyahou ne l'écoute pas. C'est ça, c'est que la nature des combats, Raphaël Jacob, et même si et Biden est d'accord qu'Israël se défende et tente de régler la menace, mais on peut être d'accord avec le principe, mais les manières, si on voit que ça suscite l'opprobre international, qu'on voit des enfants mourir tous les jours, etc., c'est là qu'il est pris, là. Il n'y a pas de sortie, là. Non, il n'y a pas de sortie tant que la crise n'est pas terminée. Et posez-vous simplement la question suivante pour réaliser à quel point il est coincé politiquement. Quelle est exactement la stratégie de la Maison-Blanche? Parce que lorsque vous essayez de suivre ça, c'est impossible à suivre. Lorsque vous essayez de suivre depuis les derniers mois, regardez simplement ce qui s'est passé. M. Biden a commencé en disant de façon quasi inconditionnelle au début du conflit qu'il appuyait Israël, appuyait sa mission de détruire la Hamas. Après ça, évidemment, on a les offensives israéliennes. M. Biden commence à changer de ton et commence à hausser le ton. Ça dure sur des mois. Éventuellement, on se retrouve dans une situation, il y a à peine 2 semaines, où son administration accepte de signer un énorme projet de loi qui promet une vingtaine de milliards de dollars américains en aide à Israël. Soit dit en passant, dans le même projet de loi, on a un grand total d'à peu près 1 milliard pour l'aide humanitaire aux Palestiniens. Ça donne quand même une petite idée des priorités. Quelques jours plus tard, M. Biden se retrouve au Musée national de l'Holocauste à Washington. Ça, c'était cette semaine, donne un discours qui est foncièrement pro-israélien. Quelques heures après coup, donne une entrevue dont on vient de faire jouer un extrait dans lequel il dit qu'essentiellement, il va retenir de l'aide maintenant militaire aux Israéliens. C'est impossible à suivre. Et pourquoi est-ce que c'est impossible à suivre? Parce qu'il est coincé. Et pourquoi est-ce qu'il est coincé? J'ai juste un petit point additionnel parce qu'il faut le comprendre. C'est pas simplement qu'il a les républicains d'un côté et son parti de l'autre. C'est que les républicains sont unis sur la question
israélo-palestinienne, si on veut, largement, avec quelques exceptions, les démocrates sont profondément divisés. Donc voilà. là, il essaie de faire plaisir, ou jusqu'à un certain point, de faire taire ses critiques sur son flanc plus à gauche, on veut son flanc pro-palestinien au sein du parti. Mais il faut réaliser qu'avec cette annonce-là, avec cette promesse-là qu'il a faite au milieu de la semaine, il va y avoir non seulement des républicains comme M. Trump, mais des démocrates pro-israéliens qui ont déjà commencé et qui vont continuer à s'ajouter. Donc, il gagne nulle part. Il ne peut pas gagner sur cet enjeu-là. Bon, alors on verra, parce que, évidemment, que personne ne s'attend à ce que le président américain tourne le dos à Israël. Là. Ça serait d'une naïveté incroyable. Mais en disant assez fort publiquement depuis un certain nombre de mois, modérez vos ardeurs, faites attention aux civils, il espérait que Netanyahou puisse gérer sa guerre autrement, si c'est possible, Sonia. C'est ça le dilemme. Oui, complètement. Et je pense qu'il faut ajouter que cette décision, moi j'ai une officielle du Pentagone qui m'a confirmé il y a quelques jours que déjà la première décision en début de semaine de l'administration Biden de suspendre la livraison d'un certain nombre de bombes, la décision avait été prise parce qu'il a été poussé par son équipe de campagne. Et là, moi, j'entends de plus en plus à Washington que vraiment son équipe de campagne, qui est plus au fait de ce qui se passe sur le terrain, qui est plus à l'écoute des jeunes notamment, commence vraiment à lui mettre la pression. Parce que finalement, à la Maison-Blanche, Joe Biden est entouré par des conseillers qui lui ressemblent, qui ont les mêmes idées, qui sont plutôt finalement les anciens, j'ai envie de dire, du Parti démocrate. Et c'est vrai que ça fait plusieurs mois qu'à l'extérieur, beaucoup disent « mais qu'est-ce qu'il attend ?» Parce que, comme vous l'avez dit, c'est d'accord, c'est naïf de penser qu'il ne va plus y avoir ce soutien traditionnel aux États-Unis pour Israël, mais face au nombre de morts civiles, face à la contestation au sein notamment du Parti démocrate, beaucoup attendent qu'il soit quand même plus ferme. Et en plus, c'est vrai qu'à la base, c'était plutôt l'aile de gauche, plus radicale, plus progressiste. Mais maintenant, il y a même des élus comme Nancy Pelosi, qui est réputée pour être pro-israélienne, qui demande la démission de Netanyahou. Donc c'est vrai que là, moi je pense que vraiment ces derniers jours, c'est son équipe de campagne qui le presse de faire plus que le Pentagone, qui d'ailleurs, je crois que le Pentagone est assez frustré de voir que finalement il n'a pas fait ses annonces plus tôt. Et donc là, il commence à écouter enfin son équipe de campagne, parce que Joe Biden parfois a un peu du mal à écouter ce qu'on lui dit. Oui, d'ailleurs, il y a un peu de mal à lire aussi les téléscripteurs. Ça n'a rien. Où va-t-il, Sonia? Vous devez vous demander, c'est pas dans le plan. Mais c'est que parfois, quand on regarde assez attentivement toutes ces sorties, on voit qu'il paraît encore faible à différents moments. Raphaël, on en parlait hier parce qu'on s'est vu pour autre chose. Et dans un télésouffleur, à un moment donné, c'est écrit. Enfin, pour certains, c'est écrit silence. Et lui, il a lu le mot silence alors que ça voulait dire taisez-vous, faites une pause. Mais ça, c'est pas. Est-ce que cette inquiétude-là est toujours présente, Raphaël? Elle est présente, soit dit en passant, parce que c'était le deuxième épisode de la sorte en autant de mois. Deuxième épisode où il lit le télésouffleur alors que, clairement, ça ne fait pas partie du discours sans sembler s'en rendre compte. Pourquoi est-ce que c'est important? Plusieurs vont dire que c'est anecdotique. Oui, vu dans un vase clos, c'est anecdotique. Vu dans un vase beaucoup plus large où il y a clairement, et ça depuis un bon bout de temps, en fait, je vous soumettrais depuis presque le début de sa présidence, un problème au niveau de la perception populaire. Je ne dis pas que c'est la réalité sur le fond, mais au niveau de la perception populaire, c'est un président qui est relativement faible, ça n'aide pas. Et le conflit plus large, ce n'est pas nécessairement parce que la guerre à Gaza est une priorité pour les électeurs américains, parce qu'on le voit sondage après sondage, même si on en parle autant, et soit dit en passant, je crois personnellement qu'on fait bien d'en parler, reste que pour les électeurs américains, ce n'est pas une priorité. Où ça devient réellement problématique, c'est parce que ça ajoute à cette perception-là qu'on lui pile un petit peu dessus. Et regardez simplement, et je vais boucler la boucle avec ça, regardez simplement la réaction de M. Netanyahou à la déclaration de M. Biden. Ça n'a pas pris 24 heures que le premier ministre israélien est sorti publiquement, même pas en privé, publiquement, pour déclarer, et on voit d'ailleurs, c'est exactement dans la vidéo qu'on fait jouer à l'écran présentement, que si Israël doit agir seul, entre parenthèses, avec l'argent des États-Unis, il va le faire. Ça nuit à M. Biden, d'abord et avant tout, à cause de la perception populaire négative qui est renforcée. Il a l'air étourdi, c'est-à-dire indécisif. Un petit mot là-dessus, Sonia, sur cette perception qu'il continue à envoyer des fois qu'il est fatigué, disons.
Oui, et moi je le vois parfois, j'allais dire souvent, mais finalement pas assez souvent, parce que justement, ces apparitions sont très contrôlées, mais je le vois parfois à la Maison-Blanche. Je l'ai vu dans des discours ces dernières années, et c'est vrai que ces derniers mois, cette dernière année, parfois il étonne parce qu'il est vraiment très en forme et il fait des très bons discours. Ouais. On l'a vu notamment au discours sur l'état de l'Union. Et parfois, eh bien, c'est quelqu'un d'âgé, et donc, eh bien, voilà. il a des trous de mémoire, il fait des erreurs. Il faut dire aussi qu'il il bégayait dans sa jeunesse, il a combattu son bégaiement, mais on sent que parfois il y a des restes, entre guillemets. Mais c'est vrai que finalement, voilà, c'est une personne âgée, et donc parfois il a des moments où il est en forme, parfois on le sent très faible, et vraiment, je pense que, et j'ai parlé avec des gens qui sont même proches de la Maison-Blanche au sein du camp démocrate, honnêtement, il y a beaucoup d'inquiétudes. Personne ne sait ce qui peut se passer. Il y a encore de l'inquiétude. C'est ce que je voulais savoir. Oui, très bien. Bien sûr. Personne ne sait ce qui peut se passer d'ici la Convention. Voilà, imaginons. Le procès de Trump, bon, deuxième journée, Stormy Daniels, on a beaucoup parlé, là, allons rapidement, mais lui, en fait, son camp semble dire qu'ils ont marqué des points. Aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'on peut dire de l'état des choses pour Trump, Raphaël, rapidement sur ce procès? Rapidement, ce qu'on peut dire, c'est que sur le fond du procès, la semaine la plus importante, c'est pas celle qu'on vient d'avoir. Presque assurément, c'est celle qu'on va avoir. Parce que le réel témoin clé, là, si on a les mettre en ordre de hiérarchie, si on veut, ce n'est pas Stormy Daniels, c'est Michael Cohen. Parce qu'à la base, ce procès-là porte sur la fraude. Stormy Daniels n'était pas là foncièrement là, pour prouver qu'il y avait eu fraude. S'il y a un témoin qui est en mesure de le faire, ça va être M. Cohen. En principe, il doit témoigner dès les prochains jours. C'est lui qui a arrangé les ficelles, Sonia. Ça. Oui, c'est lui, c'est donc son ancien avocat qui est accusé d'avoir payé Stormy Daniels pour garder son silence. Et Michael Cohen, eh bien, entre guillemets, il va se lâcher parce que lui était avant très proche de Donald Trump. Maintenant, ils ne sont plus en contact. Il a fait de la prison en raison notamment de cette affaire. Et donc, ça va être un témoignage vraiment clé. Autant, je pense que le témoignage de Stormy Daniels, pour les Américains, il est en quelque sorte croustillant. Ça a confirmé ce que beaucoup savaient déjà, pensaient déjà. Et ça a aussi montré que Donald Trump, qui semblait un petit peu au-dessus de tout ça, on l'a senti quand même anxieux pendant que Stormy Daniels parlait. D'ailleurs, souvent, il s'endort un petit peu au tribunal. Ouais. Et là, on l'a senti bien attentif au témoignage de Stormy Daniels. Mais finalement, c'est vraiment le témoignage de Michael Cohen qui va compter, en effet. Et ce qui est aussi, je pense, important à noter, c'est que Donald Trump continue d'utiliser le tribunal comme une tribune politique. Il continue de dire que finalement, il devrait être sur le terrain. Il en profite à chaque sortie pour faire des discours. Vous l'avez montré sur Gaza. Voilà. Okay. Et donc, ça marche très bien pour lui. D'ailleurs, j'ai envie moi-même de prendre un avion, d'aller à New York pour leur acheter un micro, parce que le son, quand Trump parle, est absolument épouvantable. J'imagine que les réseaux américains, c'est pas si compliqué de mettre un micro, mais bon, fin de la parenthèse. Raphaël, vous vouliez parler de Kennedy, on a très peu de temps. Il y a quelque chose le verre dans le cerveau, mais est-ce qu'il est un... Bon, parlez-moi de ce que vous voulez, mais est-il un facteur vraiment si important dans la prochaine campagne? Ça dépend vraiment de la quantité de temps qu'on a, Patrice. Je vous dirais que ce qui est fascinant depuis les dernières semaines, c'est de voir les deux candidats majeurs. Au début, c'était M. Biden. De plus en plus, c'est M. Trump également, lui tirer dessus à boulet rouge. Okay. Et ce qui est fascinant... Donc, il est menaçant. Il est menaçant pour deux raisons principales. La première, c'est qu'il est extrêmement difficile à mettre de façon hermétique dans une boîte précise, idéologique et partisane. Quand vous regardez la panoplie de positions qu'il a prise sur différents enjeux, vous pouvez regarder sa position, par exemple, en matière d'avortement, il est pro-choix. Sur les armes à feu, il est contre des restrictions. Sur l'immigration, il est pour la construction d'un mur à la frontière mexicano-américaine. Et par exemple, sur l'environnement, il est farouchement pour. En fait, c'est un ancien avocat pro-environnemental, ou environnementaliste, pardon. Donc, très difficile à mettre dans une case. Donc, un attrait potentiel des deux côtés du spectre idéologique et partisan et son niveau d'appui. Présentement, Patrice, dans la moyenne des intentions de vote à l'échelle nationale, il est à peu près à 10-11 %. Ça, quand vous mettez ça dans le contexte où c'est important pour faire pencher une balance qui est serrée. Écoutez, Géorgie, 0,3 % Arizona, 0,3 % en 2020. Désolé. Sonia, conclusion, vous avez 30 secondes. Non, écoutez, moi, je pense que là, je le vois pas spécialement comme menaçant. En tout cas, je pense qu'il y a beaucoup d'inconnus des deux côtés et qu'aujourd'hui, c'est très compliqué de savoir qui peut gagner cette élection présidentielle
À la fois, Joe Biden est en train de perdre du soutien en raison du conflit à Gaza. Donald Trump, lui, il est à le tribunal. Kennedy, on ne sait pas ce que ça va donner. Les indépendants, on ne sait pas où ça va aller. Donc, beaucoup de suspense. Merci, Sonia. Merci, Raphaël. À très bientôt. Bonne fin de semaine à vous. Merci à vous. Au revoir.